bonjour, bienvenue dans cette conférence sous l'égide du Cercle Montesquieu, le droit pour moi et Lefebvre Dalloz. Comment impliquer la direction générale et les salariés dans la lutte anticorruption? Eh bien pour décrypter, pour analyser et pour vous apporter les clés, car vous êtes nombreux à être connectés, eh bien trois experts du domaine. Pascal Néret, directrice juridique, éthique et conformité de Bouygues Immobilier, bonjour. Bonjour. À ses côtés, Sophie Semla, avocate au barreau de Paris et de New York, associée chez Gide, bonjour. Bonjour. Également présent, Michel Sapin, senior advisor du cabinet Franklin, ancien ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de poser vos questions à la fin de cette discussion. Vous pouvez les envoyer directement à l'occasion d'un chat. On prendra le temps, bien sûr, d'y revenir. On y répondra à la fin de cette session. Il y a un parti pris pour cette conférence. Un pitch, dirons-nous, au 1er juillet. L'Agence française anticorruption utilisera la version révisée de ses recommandations. Je ne vais pas tout vous détailler, mais on va parler conformité. On va parler de cet article 17 de la loi Sapin 2. On va y revenir en détail, mais on a pris comme marqueur, comme ce point de départ, eh bien, dans ces quelques jours, ce 1er juillet. Sophie Semla, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ces quelques recommandations, ces lignes directrices finalement qui ont été révisées ? Oui, alors l'AFA avait publié, l'Agence française anticorruption avait publié des lignes directrices en 2017 qu'elle a révisées récemment, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une consultation publique et qui a évolué, et dans le cadre de laquelle elle a modifié. Alors, je dirais que les grandes lignes restent les mêmes, mais elle a modifié certains points pour tenir compte, selon elle, parce que nous ne sommes pas toujours d'accord avec l'agence, particulièrement les avocats, avec l'Agence française anticorruption, de réalités qu'elles ont constatées lors de leur contrôle. Et en ce qui concerne plus particulièrement l'engagement de l'instance dirigeante, que je comprends que c'est ça, notamment en matière d'engagement et d'implication de l'instance dirigeante. Ces recommandations sont beaucoup plus étayées. Elles tiennent en compte des choses que nous observions déjà lors des contrôles, puisque l'engagement de l'instance dirigeante n'est pas prévu en tant que tel dans la loi, puisqu'il prévoit une responsabilité des dirigeants. La loi prévoit cette responsabilité personnelle des dirigeants, mais il n'y avait pas cette notion d'engagement de l'instance dirigeante. Et c'est quelque chose qui existait dans les précédentes recommandations, mais qui en pratique était extrêmement renforcé, puisque dans le cadre des contrôles, c'était vraiment le premier critère et le premier point qui était évalué par l'AFA. Et d'ailleurs, dans ces rapports, c'était vraiment le premier critère, enfin, de ces rapports de contrôle, qui sont non publics, mais c'est vraiment le premier critère qui est évalué, et notamment avec une volonté de l'AFA qui n'est pas forcément prévue dans la loi et sur laquelle d'ailleurs il peut y avoir un débat, puisqu'on prévoit une responsabilité des dirigeants, mais il n'y avait pas une implication personnelle. Et l'AFA va extrêmement loin dans ses recommandations, et d'ailleurs dans sa première mouture des recommandations qui a été soumise à la consultation publique, elle allait très au-delà de la loi, puisqu'elle prévoyait même une implication directe du conseil d'administration dans la mise en place du dispositif anticorruption, ce qui n'est pas du tout prévu par la loi, puisque la loi prévoyait que ce sont seulement les dirigeants, directeur général, président, enfin suivant les types d'entités, je ne vais pas lister tous les dirigeants, mais pas de responsabilité propre du conseil d'administration. Et donc, elle a modifié ses recommandations aujourd'hui. Ça s'est ouvert aux membres du conseil d'administration. En prévoyant qu'ils doivent, dans le cadre, alors elle a révisé sa rédaction, en prévoyant que ce soit dans le cadre de son pouvoir de contrôle que ça doit être soumis au conseil d'administration et qu'il doit être impliqué pour s'assurer que l'entreprise respecte bien la loi. Par ailleurs, dans le cadre des recommandations, elle a repris des principes qui existaient déjà lors de ses contrôles et dans les précédentes recommandations. Oui, c'est ça. Finalement, il y a une continuité dans une pratique déjà existante. Donc, on a ce marqueur du 1er juillet, mais finalement, on est dans la continuité d'une pratique existante. Tout à fait. Il n'y a pas de bouleversement, si vous voulez. Il y a des choses, là où il y a des changements dans les recommandations, c'est vraiment par exemple sur tout ce qui est les alertes, où il y a la création de recommandations qui ne sont pas du tout prévues dans la loi, l'obligation de faire des enquêtes internes, de tenir un registre des alertes. Donc sur l'ensemble du dispositif d'alerte. Il y a des vraies modifications sur les contrôles, où il y a des recommandations très très détaillées sur l'évaluation des tiers, où il y a une simplification qui est appréciable, et ça c'est apprécié. Mais sur l'engagement de l'instance dirigeante,
je dirais qu'il n'y a pas un bouleversement, si ce n'est cette volonté d'impliquer davantage l'instance dirigeante, puisque jusqu'à présent, c'était... je suis peut-être trop longue, hein, je ne veux pas... non, on va y revenir, mais ça permet d'avoir un tableau d'ensemble pour démarrer justement. Voilà, mais sur l'engagement de l'instance dirigeante, il y avait toujours cette notion de moyens. Quels moyens met en place la direction ? Quelle est l'implication et est-ce qu'il y a des ressources suffisantes, et c'est un point, ça va très au-delà, puisque là, il y a effectivement, notamment sur la cartographie des risques, une nécessité d'impliquer directement l'instance dirigeante et d'y participer très activement. Et ce qu'on peut reprocher d'un point de vue en tant qu'avocat, hein, et qu'on est toujours un peu critique, c'est qu'en pratique, il y a une volonté très forte d'engager opérationnellement l'instance dirigeante. Ce qui paraît quand même peu réaliste dans certaines sociétés, puisque notamment, et puis Pascal peut-être pourra en parler mieux que moi, mais c'est vrai que quand il y a une direction juridique, il y a une direction de la conformité, les gens, à mon sens, sont plus à même et opérationnellement plus présents, et que dans une société d'une taille très importante, les dirigeants ne peuvent pas s'occuper de tout, et ils n'ont pas forcément la connaissance, ni le temps surtout. Et donc, je trouve que les recommandations quelque peu ambitieuses, un peu excessives, et c'est vrai que souvent, comme on le voit avec l'AFA, souvent on va très loin, très au-delà de la loi. Et en pratique, c'est très difficile à mettre en œuvre, parce que c'est un peu le défaut de ces recommandations de l'AFA qui sont nécessaires, hein, mais qui vont en plus souvent un peu au-delà des recommandations, parce que c'est elles qui contrôlent et qu'il y a une présomption de conformité si on les respecte. Justement, sur la question de est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin, plus loin du moins de ce qui avait été fait, Michel Sapin, est-ce que par rapport à ce qui a été évoqué, et puis comme artisan de la loi, est-ce qu'on conserve l'état d'esprit? Est-ce que, on le disait, pas vraiment de bouleversement, mais on va quand même dans un champ qui est bien supérieur? Est-ce qu'on a quand même un état d'esprit qui est conservé? Non seulement l'état d'esprit est conservé, mais c'est totalement et complètement l'état d'esprit initial. Évidemment, il y a des questions techniques, la cartographie des risques, l'implication des salariés, on en parlera, oui. L'évaluation des carnets des uns des autres, bien. Mais dans le débat d'ailleurs au Parlement, que ce soit au Sénat comme à l'Assemblée nationale, vous le verrez de manière très claire, l'idée suivant laquelle on peut faire de la conformité sans que l'instance dirigeante ne s'y implique totalement est une idée devenue fausse. Pour le dire autrement, il fallait lutter contre une forme de schizophrénie dans les entreprises, où vous aviez la part commerciale à qui on disait « faites du chiffre, faites du chiffre, faites du chiffre », et la part juridique et conformité telle qu'elle pouvait exister, qui disait « attention, attention, attention ». Alors que faire du chiffre, c'est être aussi exposé au risque. Bien sûr. Et au-dessus, la direction qui disait « tant que vous faites du chiffre et qu'il n'y a pas de problème, ça va ». Sauf qu'il y a un moment donné où il y a une contradiction entre les deux. Il y a une contradiction entre les deux. Si l'instance dirigeante n'est pas là pour faire, en quelque sorte, la synthèse de ces deux préoccupations et démontrer par son implication, après, il faut voir par quelle méthode, etc., mais par son implication réelle, qu'elle n'est plus dans allez-y, pas vu, pas pris, hein. Non, ça c'est terminé. Et l'instance dirigeante, si elle montre une certaine faiblesse de ce point de vue-là, est une instance en danger, en responsabilité, et donc en danger si elle n'assume pas sa responsabilité. Donc l'idée que l'instance dirigeante, quelle que soit l'instance dirigeante, suivant des modalités différentes en fonction des entreprises, évidemment, mais si cette instance dirigeante ne démontre pas qu'elle a voulu passer au-dessus de cette schizophrénie, alors il y a une question qui se pose. Il y a une question qui se pose. Et la direction juridique pourra faire tout ce qu'elle voudra, la direction de la compliance pourra faire tout ce qu'elle voudra, il y a un moment donné où, dans la réalité, ça ne marchera pas, et l'entreprise se mettra en danger, et la direction se mettra en danger. Donc la lutte anticorruption, la clé de voûte, c'est l'implication des dirigeants. Oui, mais est-ce que je peux me permettre puisque j'ai une vie un tout petit peu longue comme parlementaire et comme ministre, un peu moins longue comme avocat, il y a une première loi qui ne s'appelait pas la loi Sapin, et une deuxième loi. Et on me dit souvent, mais alors ça n'a pas marché, vous avez été obligé d'en faire une seconde pour faire la première. Au moment où j'ai mis en place la première loi, c'est il y a quelques années, dans les années 92, 93, le monde économique était extrêmement réticent, en disant « mais qu'est-ce que vous venez nous embêter, mettre des obstacles, etc. » Pour la deuxième, le monde économique, je ne dis pas dans les détails, était volontaire. Les grandes entreprises, je prends comme Bouygues ou tout autre, très exposées à ces risques de toute nature, sur le territoire comme à l'international, étaient derrière. Ils disaient « Monsieur le ministre, ça ne peut plus continuer comme ça.
allez-y, nous sommes avec vous. Ce qui montrait bien qu'au niveau des instances dirigeantes, elles considéraient qu'elles se mettaient en danger. Elles mettaient leur entreprise en danger du point de vue réputationnel et éventuellement du point de vue juridique, surtout avec cette présence trop importante à l'époque, j'espère minorée maintenant par la prise de responsabilité des institutions françaises, de la justice américaine, qui était comme une sorte de diable au-dessus, qui faisait peser sur ces entreprises à l'international un risque mal contrôlé, mal connu. On préférait que ce risque soit couru avec des institutions qu'elle connaissait mieux, comme les institutions françaises. Donc, vous voyez, l'état d'esprit avait complètement changé. Donc, il ne faut pas que ce soit simplement un état d'esprit au moment de l'adoption du texte, il faut que ce soit un état d'esprit qui continue et qui soit vérifié. C'est le rôle aussi de l'AFA, suivant des modalités qui peuvent être discutées, qui doivent être raisonnables, qui doivent être conformes aussi à l'organisation juridique de chacune de ces entreprises. Mais on ne peut pas faire reproche à l'AFA de dire, écoutez, moi je ne vais pas simplement regarder la cartographie, je ne vais pas simplement regarder le programme de formation des salariés, je vais regarder si vraiment vous vous êtes impliqué et suivant quels moyens, avec quels outils. Avec des outils de prévention, on y reviendra tout à l'heure. Pascal Néret, je voudrais vous donner la parole désormais pour savoir ce qu'il en est concrètement. Vous êtes directrice juridique, éthique et conformité de Bouygues Immobilier. Votre retour d'expérience, quelle illustration chez Bouygues Immobilier, comment ça s'articule ? Alors, non seulement le monde économique a changé, mais aussi la mentalité des jeunes a changé. Je rebondis sur ce que vient de dire M. Sapin, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, les nouvelles générations, elles veulent du sens à leur travail et elles veulent du sens pourquoi elles rejoignent une entreprise. Et donc tout ça aussi, l'éthique et la conformité, c'est important pour eux. Et aujourd'hui, si on veut qu'une valeur soit plébiscitée, il faut bien entendu que l'instance dirigeante l'incarne. Et l'incarne et se l'approprie. Alors, quand ils font des roadshows sur le plan stratégique, la vision de l'entreprise et bientôt demain la raison d'être de l'entreprise, eh ben, je considère qu'un dirigeant devrait faire exactement la même chose pour la conformité et l'éthique. Et s'il le présente de cette manière, et s'il le présente comme un vecteur de croissance et de compétitivité de l'entreprise, on va arriver à embarquer les collaborateurs et les salariés. Et je pense que le rôle d'un directeur de la conformité, c'est de comprendre ça et de donner à son instance dirigeante et à son dirigeant les moyens et les modes de communication pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il communique exactement de la même manière que quand il communique son plan stratégique pluriannuel ou sa vision de l'entreprise. Et comment ça peut se traduire véritablement ? Eh ben, par les nouveaux moyens de communication, on doit travailler, alors ça paraît un peu décorrélé, mais on vit un peu la même chose que la progression du juriste en entreprise. Le juriste en entreprise, avant, c'était vraiment l'empêcheur de tourner en rond, celui qui ne comprenait rien, celui qui empêchait de faire du business. Bon. Heureusement, ça a commencé à évoluer et même maintenant, on commence à nous voir comme des vrais business partners. Et bien, la conformité doit se placer de la même manière. On doit trouver les axes pour être une source de valeur ajoutée et de croissance et de productivité de l'entreprise. Donc, prenons les moyens de communication modernes aujourd'hui. Alors, par exemple, ils se mettent en situation par des vidéos, pourquoi pas, par des chats, par des quiz, par des jeux de rôle, pourquoi pas, et par une présence sur une estrade, avec un talk show, j'en sais rien. Parce que ça démystifiera aussi un peu la matière, je trouve, plutôt de la voir très lourde, administrative, pesante, contraignante, que du reporting. C'est comme ça qu'il est vu pour l'instant, cette matière un peu. Et je pense que ça peut bouleverser un peu les choses et donner l'envie de s'intéresser, je parle des jeunes et des collaborateurs, à la matière et de se l'approprier. Avec donc une implication personnelle, Sophie, c'est oui, que vous vouliez réagir. Personnelle, moi. Tout à fait. De toute façon, ils ont une responsabilité personnelle, alors c'est bien qu'ils s'appliquent personnellement. Non, mais on voit une évolution. Alors, ce que j'ai dit sur l'AFA, c'est sur la modalité. Bien C'est-à-dire sûr. que l'instance dirigeante, moi je suis tout à fait d'accord qu'il faut une implication. Et nous, en tant qu'avocats, on le voit de plus en plus souvent. Et les dirigeants, ce sont des sujets sur lesquels ils demandent d'ailleurs à nous rencontrer, ce qui n'est pas le cas dans tous les sujets, pas sur tous les sujets juridiques. Il y a on voit qu'il y a une prise de conscience. Alors, les modalités, chacun le fait comme il le peut dans l'entreprise et les moyens modernes. Je pense que la vidéo est une très bonne chose et notamment parce que les formations physiques peuvent être utiles pour un certain niveau de salariés et ça, je pense que c'est important parce qu'il peut y avoir un échange avec des cas concrets adaptés à la personne, ce qui ne peut pas être le cas d'une vidéo ou d'un e-learning. Mais la vidéo, moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est vrai qu'on a vu les e-learning qui souvent sont un peu rébarbatifs. Il y a des progrès, bien sûr, qui sont faits, mais je pense que c'est cet échange. Mais c'est aussi l'implication au quotidien, c'est-à-dire que sur un sujet, et nous ça on le voit,
notamment quand il y a des alertes, quand on fait des enquêtes sur des sujets où il y a des suspicions de corruption. On voit qu'il y a une implication maintenant directement d'instances dirigeantes, voire du conseil d'administration, et la réaction est très importante aussi sur comment va réagir, et qu'avant, c'était un peu, c'est vrai, les choses, notamment sur la corruption internationale, ont beaucoup évolué. Je vais reprendre ce que vous disiez quand on a échangé avant cette conférence, Michel Sapin, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi quand j'ai étudié le droit, on pouvait, les pots de vin versés à l'étranger, c'était déductible, et c'était quelque chose qui se faisait. Je pense que la culture de l'entreprise, alors sous le coup du gendarme américain, mais ça c'est vrai, mais aujourd'hui il y a une réaction de la France, et il faut quand même le savoir, c'est que la France a énormément progressé dessus, qu'on est un modèle, et moi qui interviens dans un univers assez international, notamment je suis à l'IBA et je vois, c'est quand même une chose, et il faut saluer la loi Sapin, qui a vraiment fait progresser la France au niveau international. Maintenant, on est un leader en matière de lutte contre la corruption. On est vu comme et l'évaluation qui a été faite par l'OCDE, on verra ce qu'elle donne prochainement. Il y a des sujets sur, ils ne comprennent pas le rôle du parquet, bon ça c'est un autre sujet, mais quand on est interviewé, moi j'ai fait partie des avocats qui ont été interviewés par l'OCDE, on voit qu'au plan international, la France, ce n'est pas la même chose qu'en 2012. On est vu, ils nous posent des questions très techniques, on est vu comme quand même on fait partie des gens actifs, des pays actifs en matière de lutte contre la corruption, au même niveau que les États-Unis ou l'Angleterre. Il n'y a pas tellement d'autres États dans le monde qui aient ce niveau. Alors le Brésil, bon, pour les raisons qu'on connaît, sont aussi une loi qui a beaucoup évolué, mais c'est vrai que c'est quelque chose, et on est le seul pays quand même qui est une loi, et ça c'est important de le rappeler parce que c'est mal connu, qui oblige à mettre en place des dispositifs de lutte contre la corruption et qui sanctionne l'absence de dispositifs en l'absence de corruption. C'est-à-dire que vous pouvez être sanctionné par la FA. On est en amont véritablement. On est en amont, alors qu'aux États-Unis, mettre en place un programme de conformité, bien sûr que c'est recommandé, c'est une pratique, mais ce n'est pas obligatoire par la loi. Ça vous permet de réduire le montant de l'amende si vous vous faites attraper. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est le cas également, le UK Bribery Act, qui prévoit la mise en place d'adéquates remediations et des mesures, mais c'est une défense pénale et ça peut éviter à l'entreprise d'être condamnée ou lui permettre de signer un DPS si jamais elle a mis ça en place. Donc c'est quand même très différent, et c'est vrai que là-dessus, il y a un progrès. Et l'instance dirigeante aujourd'hui le prend en compte. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais il y a quand même une évolution qui est en 5 ans, c'est considérable. On va y revenir sur ce point justement. Je voudrais revenir avec vous, Pascal Néret, sur le côté. L'instance dirigeante, elle doit mettre à disposition dans cette lutte des moyens humains, des moyens financiers. Est-ce qu'ils sont suffisants alors qu'on mène aussi d'autres chantiers? Il y a le chantier de la RSE, du RGPD, ça fait beaucoup à gérer. Est-ce que là, il y a les moyens suffisants aussi? Alors l'astuce, c'est de dire que sous la conformité, on met aussi un peu tout ça, Beaucoup de choses. c'est-à-dire le RGPD, la RSE, le devoir de vigilance, le blanchiment. Et donc, on partage ensemble, mais concrètement. Voilà, donc concrètement, c'est vrai que les moyens alloués, et dans les recommandations, ils insistent également beaucoup là-dessus. Je crois qu'effectivement, c'était peut-être un peu nécessaire. Je reviens aussi sur ce qu'a dit M. Sapin. Ce qui est important, c'est de faire du chiffre. Ça a toujours été quand même ça. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La manière dont on le présente, la conformité, la RSE, ce n'est pas que la sanction. Ok, ça peut coûter très cher. On sait que les sanctions peuvent être très, très, très importantes. Mais au-delà de la sanction pécuniaire, en fait, si on démontre qu'on est conforme et qu'on met les moyens pour faire ça, et que surtout si on met les moyens, ça nous permet de mieux communiquer, de mieux faire comprendre à l'entreprise et aux collaborateurs. Parce que si on ne fait pas comprendre aux collaborateurs et à l'instance dirigeante l'importance de ces matières, et donc pour ça, il faut les moyens. Et en plus, le reporting qu'on nous demande, alors ça c'est un peu quand même très lourd, je trouve, l'AFA, c'est vraiment très très lourd. Si on n'a pas les moyens humains et financiers pour le faire, on n'y arrivera pas à le mettre en place. Et donc, un peu la même idée que quand on développe un nouveau programme, on pense à la politique marketing ou de pub pour lancer un produit. On devrait mettre les mêmes moyens pour lancer une nouvelle approche qui est celle de la conformité et de l'éthique, parce qu'au bout du bout, ils seront beaucoup plus gagnants indépendamment de la sanction. Moi, je veux dire en termes d'image, de réputation, de raison d'être de l'entreprise et de l'ADN et de grandeur de l'entreprise. Il y a donc une prise de conscience indispensable. Finalement, tout est lié à la prise de conscience et à l'envie
d'implication. Voilà, et à la prise de conscience et comprendre que c'est un relais de compétitivité. Ce n'est pas que du reporting, de la lourdeur administrative. Et c'est notre travail à nous aussi, quoi. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Mais nos instances dirigeantes l'ont déjà compris. Hein. Je pense qu'ils l'ont compris, moi. Mais en tout cas, chez Bouygues, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Michel Sapin, on parlait de cette implication indispensable pour que ça s'articule et que ça se mette en musique. On a quand même, du côté de l'instance dirigeante, cette impression, la peur aussi de la sanction, du bâton, finalement, qui fait qu'on a une implication. Oui, évidemment, je vais revenir sur cette question de la sanction, parce que je crois que c'est très important, en particulier pour les instances dirigeantes. Autant, on en parlera après, s'agissant de la motivation des salariés, il faut être le plus possible dans la valeur, dans l'engagement, et pas utiliser trop le bâton du gendarme. Autant, malgré tout, c'est une incitation, surtout quand certains observent l'actualité et qui peuvent voir tel ou tel collègue PDG se retrouver en difficulté devant des tribunaux. Mais avant de revenir sur ce point, je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, l'éthique, la lutte contre la corruption et la compétitivité, ça va de pair. Alors que pendant longtemps, tout particulièrement à l'international, mais parfois il y a 20 ans aussi sur le territoire national, on disait mais c'est un obstacle, vous créez un obstacle à la compétitivité. Exactement. Non. Et si je décrivais ces dirigeants, ces associations dirigeants, la FEP, les grandes entreprises, mais aussi le MEDEF qui, dans les années 2014-2016, ont été très favorables à la loi, c'est qu'elles venaient en me disant aujourd'hui, j'ai des marchés que je perds ou que je ne gagne pas à l'international parce que l'image de la France, qui transparaît au travers de quoi? L'OCDE, qui nous évalue et qui nous mettait à un niveau incroyablement bas. Certes, vous avez signé la Convention internationale de l'OCDE. Certes, en 2000, vous avez inscrit dans le Code pénal l'incrimination pour corruption à l'étranger, d'agents étrangers. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pas une entreprise n'a été condamnée en France avant le début de l'année 2017, si ma mémoire est bonne. Donc, il disait, mais quand il y a par exemple des aides de la Banque mondiale ou de telle agence dans le domaine du développement, quelle qu'elle soit, il disait, on ne peut plus concourir parce que l'image de la France est trop mauvaise. Et donc, l'éthique était devenue, je trouve que c'est agréable quand on fait des lois qui sont toujours un peu répressives, de comprendre et de sentir que chez vos interlocuteurs, pour eux, c'est devenu une condition de compétitivité. Donc la lutte contre la corruption est une condition aujourd'hui de compétitivité. Deuxième chose, et je reviendrai bien sûr sur la question du gendarme, ce qui me frappe, y compris dans ma vie d'aujourd'hui, c'est la demande de certaines instances dirigeantes qui ne sont pas soumises à l'obligation AFA parce qu'elles sont en dessous des 100 millions de chiffre d'affaires ou des 500 salariés, et qui pourtant disent est-ce que vous pouvez nous aider à nous mettre en conformité, alors peut-être de manière plus légère que par rapport à telle ou telle très grande entreprise exposée à l'international, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, on nous pose des questions. Ben oui, dans la cartographie des risques de telle ou telle entreprise, il y a l'évaluation du partenaire. Ben, on me demande, est-ce que vous avez des preuves que vous avez fait ce qu'il fallait dans votre entreprise? Ou bien, si jamais, dans le monde des affaires, ça peut arriver, il doit y avoir de nouveaux investisseurs ou des mécanismes de rachat de vente, on vous demande, dans les diligences, où est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là? Donc, c'est devenu quelque chose qui est beaucoup plus partagé, y compris chez ceux chez qui l'AFA ne peut pas débarquer, parce que l'AFA n'a pas la compétence pour le faire. Donc voilà, c'est quelque chose qui avance. Alors, ça avance, mais il y a peut-être des récalcitrants. Il y a peut-être des gens qui considèrent que c'est bon pour les autres, mais pas pour eux, et qu'au bout du compte, il y a un tel enjeu dans tel domaine ou sur tel autre, ou une telle habitude, que ça leur est difficile de s'impliquer. Et donc, c'est là où évidemment la responsabilité personnelle des dirigeants, qui doivent être appréciés effectivement de manière très concrète, très précise, et en tenant compte de l'ensemble des circonstances, de l'organisation réelle de l'entreprise, cette responsabilité directe des dirigeants est une réalité. Alors, si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est une réalité qui est physiquement parfois très désagréable, indépendamment du fait que ça peut être désagréable d'être condamné à payer une amende. En France, les choses sont un peu plus civilisées, me semble-t-il, de ce point de vue-là, en tous les cas dans la méthode. Par contre, dans les conséquences pour l'entreprise, on l'a vu récemment. Et, pour reprendre une phrase que j'aime bien, derrière toute personne morale qui peut être mise en cause
pour des questions de corruption, il y a une personne physique. Certes, la responsabilité de la personne morale est une notion relativement récente dans notre droit pénal, puisque je m'en souviens bien, j'y étais avec Badinter à l'origine dans les années 93 avec le nouveau code pénal, mais n'a jamais été supprimée la responsabilité personnelle de la personne physique. Donc il y a toujours une personne physique derrière la personne morale qui peut être mise en cause si elle n'a pas démontré qu'elle avait pris tous les moyens possibles, rationnels, raisonnables pour lutter contre cette corruption. Donc oui, cette responsabilité personnelle, elle est réelle. On le voit maintenant, il y a des chefs d'entreprise qui sont devant les tribunaux ou qui font l'objet d'enquêtes préliminaires ou d'enquêtes de juges d'instruction, et on ne peut pas simplement dire bah, c'était en dessous, j'ai rien vu. Non, en plus ce serait détestable du point de vue de l'esprit du fonctionnement d'une entreprise. Le chef d'entreprise, il a sa responsabilité, il doit l'assumer, et aujourd'hui ça a des conséquences. Sa responsabilité, son exemplarité, Sophie Semla, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait passer une étape encore et aller encore plus loin ? Plus loin en termes de sanctions, en termes de responsabilité. La sanction, elle existe. Quand on voit certaines affaires emblématiques, alors c'est vrai que c'est aux États-Unis, mais vous avez tous entendu parler de l'affaire Alstom avec Frédéric Pierucci, qui a quand même été incarcéré pendant 3 ans dans un centre de détention d'haute sécurité avec des trafiquants de drogue et des violeurs d'enfants. Ça existe. Alors après, c'est des cas extrêmes. Il y a l'affaire Ghosn qui n'a rien à voir avec la corruption, mais qui est des sujets. Moi, je pense que tous les chefs d'entreprise aujourd'hui, et nous, on le voit, avocats pénalistes, on est sollicité par les conseils d'administration, par les dirigeants, parce qu'il y a quand même, ils ont parfaitement conscience qu'il y a une responsabilité personnelle qui est de plus en plus lourde, et surtout à l'étranger, et ils nous demandent de les accompagner, de les éduquer sur ce risque et comment y faire face, notamment à l'étranger, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi une pression internationale. Il n'y a pas que la France, il y a des sujets, alors il y a des raisons objectives sur certaines infractions, mais il y a aussi des sujets géopolitiques et économiques qui font qu'il y a des mesures extrêmement sévères à l'égard des gens qu'on met sous pression pour les faire parler dans le cadre d'une guerre économique qui n'est pas forcément une guerre réellement, enfin il peut y avoir des faits juridiques, mais les moyens ne sont pas forcément adapté à la situation. La cause est plus politique. Donc ça, c'est une vraie réalité. Moi, je trouve qu'il y a une vraie prise en compte. On le voit, c'est quelque chose. Et la responsabilité, même en France, pénale des dirigeants, devient de plus se renforce. C'est quand même, on le voit, il y a aujourd'hui, notamment dans tout ce qui est délinquance en col blanc, on voit de plus en plus de condamnations à des peines fermes qui n'existaient pas auparavant. Il y avait des peines avec sursis. Et puis, il y a une volonté du PNF et de l'AFA, clairement, de rechercher la responsabilité des individus. Et c'est très clairement indiqué dans leurs recommandations sur les CGIP, donc les accords transactionnels avec le parquet. Il est clairement indiqué que l'objet est que la CGIP doit identifier les personnes physiques, les enquêtes qui sont faites par les entreprises doivent identifier les personnes physiques afin de pouvoir les mettre en cause. Donc il y a une volonté très claire des autorités de poursuite de rechercher la responsabilité individuelle. Et on le verra, et l'exemple Bolloré en est une bonne illustration, puisque, bon, enfin, je ne vais pas revenir sur cette affaire, mais c'est vrai que le tribunal a refusé d'homologuer une CRPC de la personne physique en considérant que le paiement d'une amende n'était pas suffisant et qu'il fallait que la personne comparaisse devant le tribunal correctionnel avec un accord, enfin, ce qui va poser des difficultés, son entreprise ayant reconnu ayant signé une CGIP, la défense va être difficile devant le tribunal correctionnel. Donc on voit qu'il y a quand même en France un durcissement des sanctions, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais un renforcement des sanctions contre les personnes physiques et un risque pour les dirigeants qui aujourd'hui est en France, mais également à l'étranger, de plus en plus important. Et ça, les conseils d'administration et les dirigeants l'ont bien compris. Donc une réelle prise de conscience, une réelle évolution. Vous avez bien sûr la possibilité encore de poser vos questions en ligne, en direct. On y reviendra dans une petite demi-heure. Avant cela, je voudrais qu'on évoque bien évidemment, parce que c'est le pendant, c'est dans l'entreprise, eh bien c'est l'implication des salariés, l'implication de l'ensemble des collaborateurs. Il y a une formation exigée selon l'exposition au risque, de la formation certes pour les uns, de la sensibilisation pour les autres, pour tous les autres. En illustration, eh bien, je vous propose de découvrir la bande-annonce de cette série en 8 épisodes, une petite vidéo à l'initiative de la Commission Gouvernance et Éthique du Cercle Montesquieu, coproduite avec Le Droit pour moi, en partenariat avec Lefebvre Dalloz.
C'est génial! As-tu déjà entendu parler de corruption? Eh ben on est en plein dedans. Et puis m'avait pas pris. Mais je fais quoi moi? Tu risques rien, c'est le business, fonce! Quelle est la localisation de son compte bancaire pour les futurs paiements? Qui sont les actionnaires principaux de l'entreprise? Tu dois effectuer des diligences. Diligences? Tu te crois au Far West? Pourquoi moi? Parce que t'es le plus beau. Waouh, ça c'est une offre. Je ne doute pas de la qualité de vos prestations. On est les seuls sur le marché à avoir des tarifs aussi concurrentiels. Je me doutais bien que c'était pas clair cette histoire. Bon, le positionnement est clairement pédagogique, plutôt ludique. C'est une façon plus positive, hein, surtout, de sensibiliser. Pascal Néret, au sein de Bouygues Immobilier, est-ce qu'on peut, par exemple, utiliser des outils comme ça? Comment les collaborateurs les plus exposés sont formés? Comment tous les autres sont sensibilisés maintenant? Donc, ce qui est important, avant tout, c'est quoi? L'objectif, c'est que les gens comprennent ce que c'est que l'éthique et la conformité. Avant même qu'ils le comprennent, qu'ils s'y intéressent surtout, qu'ils s'y intéressent, qu'ils le comprennent et aussi qu'ils en aient envie. Quand on n'a pas envie, on ne fait rien. Voilà. Et donc, ces petites vidéos, qui sont un outil au-delà de la sensibilisation, hein, je trouve, ça suscite l'envie, ça suscite l'intérêt. Donc nous, chez Bouygues Immobilier, on a diffusé ces vidéos. J'en ai fait une série à la Netflix. Je l'ai appelée, alors j'ai été un peu disruptive, mais je l'ai appelée La Casa del Conformité. ma petite série. Et on a fait un teaser, on a fait aussi un teaser. Et on a lancé ça et tous les vendredis matins, on avait un rendez-vous avec l'ensemble des salariés de la société pour le nouvel épisode. Et ben, j'ai eu un vrai franc succès avec énormément de retours très positifs en disant « Ah, enfin un moyen original pour nous sensibiliser à quelque chose qui était un peu réverbatif, j'allais dire presque répulsif au départ. » Et ils attendaient le prochain épisode. Et dans ces petites vidéos, ok, c'est ludique, c'est sympa, mais les messages clés passent quand même. Et du coup, ça a suscité l'envie. Et depuis, je suis harcelée par le service ressources humaines pour développer le plan de formation sur la conformité dans cet esprit-là. Alors là, on va aller plus en profondeur et on va plus expliquer. Mais les gens vont s'inscrire. Vous voyez, vous avez beaucoup de participants à cette conférence, je crois. Je pense que l'important, c'est comme tout, il faut susciter l'envie et l'intérêt. Et après, ils vont se l'approprier. Et après, ils vont devenir les ambassadeurs eux-mêmes de la conformité. Ils vont évangéliser au sein de l'entreprise. Ils vont évangéliser. Et les jeunes, c'est facile. Parce que les jeunes, aujourd'hui, il faut qu'il y ait du sens à ce qu'ils font. Il faut qu'il y ait du sens dans pourquoi ils travaillent dans cette entreprise. Ils sont mobiles. Ils ne vont plus rester 30 ans comme avant dans une entreprise. C'est fini. Et donc, ça fait partie des choses importantes comme l'environnement. Pour eux, l'éthique et la conformité, ça fait partie. Donc moi, je pense que pour les toucher, il faut utiliser leurs moyens de communication. Je me répète, mais sinon, on n'y arrive pas. Et la direction générale, les instances dirigeantes, il faut leur expliquer ça. Y compris, moi, je l'ai diffusé à mon conseil d'administration, la petite vidéo. Bon, comment il faut oser. Il faut oser. Quand on voit quand on prend le prisme d'un bout à l'autre, est-ce qu'il n'y a pas eu quelques critiques? Est-ce que ça ne fait pas un outil un peu cosmétique, un peu trop ludique, justement? Il y a eu des critiques, mais après, vous savez, ce qui est important, c'est le résultat, le KPIs. Moi, on n'est pas très nombreux, là, Bouygues Immobilier, on est 1200. Eh ben, j'ai eu entre 300 et 900 vues par vidéo sur 1200. Donc voilà, moi, j'affiche ça. Et tous les épisodes ont été vus et revus. Donc, au bout du bout, ça marche. Et il y a le résultat. Donc c'est une porte d'entrée ensuite au plan de formation concret? Exactement. Et c'est une porte d'entrée surtout pour susciter l'intérêt de cette matière. Et de ne pas le prendre de façon un peu répulsive en disant ça les empêche de faire du business, c'est administratif, moi je n'ai pas le temps de faire tous ces reportings, parce qu'ils ne voient que ça. Ils ne voient que la contrainte. Ils ne voient un peu que pas l'instance dirigeante, hein. Je parle du salarié, de ça, qui ont déjà beaucoup de choses à faire, et donc on leur demande en plus de tracer, de conserver les preuves et tout ça, donc ils ne comprennent pas. Puis surtout,
Moi, un de mes objectifs, c'est surtout un axe managérial aussi pour l'entreprise. C'est-à-dire tous les managers doivent s'investir également au-delà de l'instance dirigeante. Donc je leur explique quand même que c'est leur mission et leur rôle. Et une phrase que je ne veux plus entendre, c'est bah, « tu sais quoi, va voir la conformité ». Voilà. Un de mes targets à moi et de mon objectif, c'est que le manager, quand il a son collaborateur, il ait plus ce réflexe. Que lui-même ait envie d'être l'ambassadeur parce qu'il s'est approprié le sujet, parce qu'il l'a compris et on lui a donné envie. Et surtout, il a vu en quoi ça pouvait être un relais de croissance et de compétitivité. Parce que c'est ça qui fait la différence. À son implication. Est-ce que dans ces mois écoulés, il y a eu des bouleversements avec le Covid dans la formation, dans la manière de former, de sensibiliser au sein de l'entreprise? Les mois avec le Covid, on a énormément développé les webinaires. Donc ça, c'est un très bon moyen aussi de communiquer parce que finalement, on peut former... Alors, c'est un peu difficile avec la conformité parce que ce qui est très important, c'est de donner des exemples concrets. Et de donner des exemples concrets sur le métier dans lequel on est et l'activité dans laquelle on est. Donc le webinaire, c'est très bien pour donner les principes, les bases et puis répondre aux questions. Mais si on veut donner des cas concrets, et vraiment être dans la transparence, ça peut être plus dangereux parce que les gens ne vont pas oser poser les questions, ou ne vont pas oser... voilà. Donc je pense que pour la conformité, il faut les deux. Il faut surtout beaucoup de physique. De formation en présentiel avec, moi je serais prête à, je sais pas, je vais proposer ça à ma direction, il ne le sait pas, mais à ma direction, de peut-être faire des jeux d'acteurs avec carrément une scène de théâtre, peut-être avec des acteurs ou avec des collaborateurs qui se font eux-mêmes le propre scénario de ce qu'ils vivent tous les jours, le contexte, et comment ils vont on fait ça dans les séminaires de leadership ou je sais pas comment on les appelle, de gestion du conflit, des choses comme ça, des vrais jeux de rôle. Aujourd'hui, les jeunes, ils aiment par exemple les escape games. Voilà. Ben, pourquoi on ne fait pas un escape game de la conformité et de l'éthique? On aurait beaucoup d'inscrits, hein, ça je suis certaine. Et une fois qu'ils ont compris et qu'ils ont adhéré, c'est gagné. Ils sont après la voix dans l'entreprise, auprès des collègues, auprès des autres collaborateurs. Michel Sapin, tout à l'heure, vous parliez d'évolution justement en termes de prise de conscience, en termes de ressenti peut-être. Là, entre aussi la première mouture de la loi Sapin, la loi Sapin 2, là aussi vous avez vu une évolution de l'implication des salariés. Est-ce que les méthodes ont changé, les moyens de sensibilisation ont changé? Radicalement, dans le principe en tous les cas. Il peut y avoir des exceptions ensuite dans la mise en œuvre, mais radicalement, vous tendez la perche, mais je vais aller dans le même sens que ce qu'avait dit Sophie Slimla en commençant. Donc, au moment de la Sapin 1, on va dire en 1992, je réunis mes collaborateurs, on avait travaillé sur des sujets que malheureusement chacun connaît bien, qui concernaient la France, et des problèmes de corruption en France, et de financement de partis politiques et de campagne en France. Ça touchait à l'immobilier, à la construction, ça touchait évidemment à l'eau, à l'assainissement, à tous ces grands marchés publics. Donc on fait la transparence. J'allais dire pas de problème sur le principe. Puis je réunis mes collaborateurs, j'ai dit bon, mais à l'étranger, il ne se passe pas des choses à l'étranger. Il se trouve que mon papa était directeur commercial d'une grande entreprise qui vendait beaucoup de choses à l'étranger. Il me racontait des choses le soir. Et pas seulement quand j'étais enfant, il me racontait même quand j'étais ministre. Et donc, il me dit non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ah bon, pourquoi il n'y a aucun problème? Bon, j'ai entendu. Non, il y a un bureau à Bercy. On venait d'emménager à Bercy. Ah bon, il y a un bureau à Bercy. Oui, il y a un bureau à la direction des affaires économiques extérieures où les salariés, parce que ce n'était pas le PDG, venaient avec un dossier bien fait où ils expliquaient exactement ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire comment ils allaient corrompre. Et le bureau disait, ok, bon, ça va, l'enjeu est suffisamment important pour que du ça point passe. de vue de l'emploi, du point de vue du chiffre d'affaires. Les personnes, bon, on ne donne pas les noms, enfin, on voit à peu près de qui il s'agit. Les montants sont raisonnables. Et donc, je mets mon tampon et vous pouvez aller voir les services fiscaux ensuite. C'est déductible, évidemment, de l'ensemble de vos frais, donc ça ne sera pas imposé. C'était ça. C'est quand même pas si vieux que ça, malgré tout. Peut-être pour les jeunes collaborateurs, ils ont l'impression d'être dans un autre monde. Mais c'est pas si vieux que ça. Donc, le salarié à l'époque, en tous les cas à l'international, sa préoccupation, c'était de bien faire son dossier pour obtenir, en quelque sorte, l'autorisation de convaincre. Bon, aujourd'hui, de corrompre. Aujourd'hui, les choses ont extrêmement changé. Et je trouve qu'un des principaux changements, et on le voit très bien dans ces petites scénettes telles qu'elles ont été filmées et qui sont très utiles,
on en parle. Le mot de corruption était un mot épouvantable. La première réaction, c'est « attendez, pas chez moi ». Vous pensez bien, enfin quand même, nous sommes intègres, tradition, famille, machin, état d'esprit, pas chez moi. Donc on ne pouvait pas en parler, comme il y a d'autres sujets qu'on ne pouvait pas aborder dans l'entreprise, parce que c'était pas correct. On en parle, il faut en parler naturellement, non pas comme quelque chose qui se fait, mais comme un risque qui se présente pour n'importe qui, comme traverser la route, ça oblige à prendre un certain nombre de précautions, respecter un certain nombre de règles pour éviter un accident à venir. Bah, aujourd'hui, un accident. Oui, donc encore une fois, comme on est dans la prévention. On est dans la prévention. Et cet état d'esprit de prévention, à la française d'ailleurs, y compris à la française, c'est-à-dire où il y a des obligations de prévention qui sont vérifiées et éventuellement sanctionnées si elles ne sont pas à un niveau suffisant, ça devient un état d'esprit. Oui, prévenir vaut mieux que guérir. Voilà, il vaut mieux prendre toutes les mesures avant que de se retrouver dans la difficulté, y compris quand on est salarié. Donc on en parle, et on en parle de mieux en mieux, avec les mots qu'il faut, avec une décontraction qui est nécessaire pour ne pas se refermer sur soi-même, mais sérieux, qui est indispensable, parce que c'est quand même un sujet qu'on risque de rencontrer quand même à chaque croisement de rue, en tous les cas à l'étranger. Donc voilà les deux états d'esprit qui, me semble-t-il, ont considérablement changé. Maintenant, c'est plus possible, même à l'étranger, je dirais surtout à l'étranger, encore plus à l'étranger, et c'est un sujet dont on doit parler, dont on parle. Alors il y a maintenant l'obligation de formation, le plan de formation, mais au-delà de ça, qu'il y ait quelque chose de naturel, et que toute la hiérarchie intermédiaire se considère à chaque niveau, avec son niveau de responsabilité, le nombre de ses collaborateurs, comme impliqués pour parler du sujet, le démonter, démontrer aussi comment on peut faire pour minimiser ce risque. Pour minimiser ce risque et pour la formation, la sensibilisation, Sophie Semla, on imagine quand même qu'il y a des degrés, des formations différentes au sein d'un même groupe. S'il y a plusieurs entités, plusieurs filiales, s'il y a une résonance à l'international, on imagine que ce n'est pas les mêmes subtilités, les mêmes sensibilisations. Tout à fait. Et puis il y a plusieurs lois qui sont, enfin, certes, convergentes. On va dire qu'il y a quand même une grande... parce que les lois sont inspirées de la Convention OCDE et de son transposition en quelque sorte de la Convention OCDE, donc les règles, la corruption internationale, la définition est quasiment la même partout dans le monde, je dirais même, parce que même il y a des pays qui, je dirais, n'appliquent pas la loi, mais la plupart des pays ont ratifié la Convention des Nations Unies de Mérida sur la lutte contre la corruption internationale et donc sanctionnent la corruption. Donc ça existe, mais c'est la culture et la façon de former les gens. Et en plus, il y a des règles. Alors en France, l'AFA va très loin dans ses formations en disant qu'il faut former... la loi prévoit que c'est les salariés les plus exposés et les cadres. L'AFA va plus loin, elle recommande de former tout le monde, ce qui n'est pas toujours réaliste parce qu'il faut quand même... Enfin, c'est des moyens considérables pour l'entreprise. Oui, c'est ça, on revient toujours à la question des moyens déployés. Oui, mais... Il y a des gens, il y a des entreprises, il y a la prise en compte du risque réel. Si vous livrez des pizzas, je veux dire, quel est le risque de corruption? Il est quasi faible. Si vous construisez des centrales nucléaires dans des pays très corrompus, c'est pas du tout la même chose. Enfin, je veux dire, il faut quand même prendre en compte, on peut pas mettre tout au même niveau selon les choses. Et il faut adapter à la culture locale, parce que le salarié, c'est vrai qu'il est important qu'on lui parle et qu'on s'adapte à sa culture. Si on lui fait des concepts sur la loi Sapin 2 à un manutentionnaire en Indonésie, même si on le fait, alors on le traduit dans sa langue, ça n'a aucun sens. Le message ne passe pas. Le message ne passe pas et ils ne comprennent rien. Et moi, j'ai vu dans certains sujets, alors plus sur des formations faites, les Américains, ils ont aussi beaucoup de formations, etc. Mais souvent, ce n'est pas adapté. Moi, j'ai vu des dossiers en Afrique où j'avais une discussion, on sentait que les salariés avaient été formés, donc ils nous expliquaient que ah non, il n'y a pas de pot de vin, non, on n'a pas fait de paiement de facilitation. Ils connaissaient ces mots que la plupart des juristes français ne connaissent pas. Parce qu'ils avaient une formation américaine et donc ils m'expliquent qu'ils avaient payé quelqu'un, une autorité de poursuite, pour pas qu'elle ne fasse de procès verbal de poursuite, mais qu'ils avaient donné du cash, mais qu'il n'y avait pas eu de reçu ni rien. Mais je dis, mais ça c'est de la corruption, mais ils n'avaient pas compris ce que c'était que la corruption. C'est-à-dire qu'ils avaient les... Non, mais ce n'est pas un paiement de facilitation. Oui, ils avaient les termes, les principes, voilà, mais pas... il faut quand même l'adapter, et ça c'est vraiment une chose. Et puis il y a aussi une chose qui est quand même très importante sur les salariés, parce que vous pouvez avoir le département conformité le plus étendu,
qui fonctionne avec des méthodes. Et le problème, c'est qu'on fait beaucoup de lourdeur à la conformité. Tous ces reportings, ça coûte beaucoup d'argent. On le voit dans les banques. Enfin, maintenant, alors c'est pas sur la corruption, c'est plus sur le blanchiment. Mais ces lourdeurs administratives ridicules où on vous demande, enfin, même pour ouvrir un compte bancaire en France avec des gens qui sont salariés d'une boîte française, enfin, qu'il n'y a aucun paiement à l'étranger, c'est quand même assez transparent. On peut pas, de toute façon, on ne peut plus retirer de cash, donc il n'y a pas de sujet. Enfin, je veux dire, et on vous dit, enfin, ça devient complètement délirant. On vous dit, ah oui, alors moi je me rappelle, je fais un prêt immobilier, j'ai loué une maison au Maroc pour un anniversaire. On va m'expliquer, il faut justifier que j'ai pas des charges au Maroc. Mais attendez, j'ai juste loué une maison. Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais. Tout ça est un peu ridicule, donc c'est ça. Mais les salariés, ils ont un rôle très important dans la détection de la corruption. Et vous avez des sujets, il y a des exemples assez emblématiques, notamment l'affaire Airbus. Dans l'affaire Airbus, c'est public, c'est CGIP. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des agents qui étaient payés après, il y a eu des rétrocommissions, etc., des commissions versées à des fonctionnaires, si on en lit la CGIP. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des rapports, donc la conformité, si on regardait le dossier, il y avait une due diligence qui avait été faite sur l'agent, elle était bien, ils avaient bien rempli, il y avait toute une procédure de validation des agents, il y avait des contrats avec toutes les bonnes clauses anticorruption, etc., tout était nickel, sauf que, en réalité, ces agents, ils servaient à rien. Ils ne faisaient pas de travail. Et il y avait des rapports qui étaient faits par des directions au sein d'Airbus. Donc il y avait des rapports, c'était super documenté, tout était nickel. Et il n'y a que le salarié qui peut vous dire sur place, bah non, telle personne, on a des suspicions. Bah, et moi, je l'ai vu, j'ai intervenu dans un dossier, une branche de l'affaire Petrobras. Je suis allée faire une enquête sur place. J'interviewe les salariés, donc la conformité, tout était nickel, le dossier était parfait. Et en fait, je vous dis, mais vous avez travaillé avec ce consultant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il ne servait à rien, on l'a appelé 3 fois, de toute façon on savait très bien, c'était l'agent d'Odebrecht, on l'a pris parce qu'il fallait le prendre. Mais ça, c'est au niveau local et c'est un salarié opérationnel qui n'est pas en contact avec la direction du groupe à Paris, qui fait les choses. Donc c'est vraiment important de les sensibiliser et je pense qu'il faut leur donner des exemples concrets qui soient adaptés. Et ça, c'est extrêmement dur et ça nécessite des moyens considérables pour l'entreprise. Parce qu'on a tendance un peu à faire les trucs. Et là, l'AFA ne tient pas forcément compte de ça quand même. Et la volonté d'imposer un cadre trop strict, bah, ce n'est pas du tout adapté. Parce que je vous dis, parler de Sapin 2 à un salarié au fin fond de l'Afrique, il ne vous connaît pas encore. Donc, non, mais il faut pas beaucoup de sapins dans sa forêt. Donc... non, mais c'est vrai que c'est... Pascal Néret, ça veut dire que c'est ça, il faut de l'agilité parce que le salarié va devenir le premier lanceur d'alerte potentiel. Ah ben, il faut créer le dialogue, il faut, je répète, donner l'envie pour que le salarié, mais c'est lui le lanceur d'alerte, c'est bien sûr lui qui remonte l'information même s'il a un doute. Nous, il faut qu'on soit nous, la conformité, très très proche des salariés et qu'ils aient envie de nous parler et qu'ils n'aient pas l'impression, en tout cas, et c'est là aussi le manager est important parce que il faut que le manager soit totalement impliqué parce que le salarié, en dessous de son manager, il dit « Ouh là là, si je remonte à la conformité, mon manager, il risque de me taper. » C'est tout un écosystème et une mentalité à l'intérieur de l'entreprise. C'est comme disait M. Sapin, il faut que ça descende à tous les échelons. Et par exemple, on ne l'a pas dit, je trouve que l'éthique et la conformité aujourd'hui est un vrai vecteur d'attractivité pour les jeunes à l'embauche. Ils posent ces questions maintenant à l'embauche. Comme l'environnement, comme le droit sur l'environnement, ils sont très sensibilisés maintenant. Comme la RSE, il y a quelque chose qui fait partie des critères pour et aller dans de une rétention du collaborateur aussi au sein de l'entreprise. S'il s'aperçoit que c'est pris de façon opérationnelle et sérieuse, même si on a des moyens un peu ludiques pour le faire passer les messages, le ludique, c'est juste pour susciter l'envie. Après, le fond, il est là. C'est important pour le jeune salarié. Vraiment, moi, je m'en suis rendu compte dans mes équipes. Et ensuite, à la conformité, moi, j'aurais tendance à recruter des gens qui sont des juristes. Ça aussi, c'est un autre débat. Mais est-ce que je pense que la conformité, il faut que ce soit quand même drivé par des juristes et pas par d'autres qualifications. Et des juristes opérationnels, c'est-à-dire des juristes qui ont fait le métier en tant que business partner juridique et qui connaissent le métier et qui connaissent les attentes de l'opérationnel, du développeur. Parce que sinon, il est déconnecté de la réalité. C'était un peu, j'ai entendu ça dans une autre société dans laquelle je travaillais, le juriste corporate, société cotée, corporate et tout. Et il ne savait pas ce que c'était que l'immobilier. Je lui ai dit, mais tu travailles dans une société immobilière pourtant. Il me dit, oui, mais bon, moi je ne fais pas d'immobilier, je fais du corporate.
comment voulez-vous qu'il soit efficient et compétent? Compétent, il connaît peut-être très bien tout le droit sur corporate, mais s'il ne connaît pas la matière et il ne connaît pas surtout les individus. Et alors, pour la conformité, pour moi, c'est encore plus important. Sinon, le message n'y passera pas. Et le salarié ne parlera pas. Et si le salarié ne parle pas, l'alerte, elle ne remonte pas. Si l'alerte, elle ne remonte pas, le dispositif anticorruption, on ne l'améliore pas. Et on a raté notre coup. Donc il y a un enjeu d'un point de vue managérial, un intérêt stratégique pour l'entreprise, une exemplarité, et donc là on parle de compétitivité et d'attractivité. Et de leadership pour le dirigeant qui doit s'impliquer lui-même personnellement, qui doit aller sur l'estrade et parler de la conformité comme s'il parlait de son plan stratégique et de sa vision de l'entreprise et demain de sa raison d'être. Michel Sapin, je vous vois acquiescer, est-ce que vous vouliez réagir? Ah oui, non, mais je suis totalement d'accord. Mais peut-être qu'on pourrait aussi le regarder d'un autre point de vue. Le point de vue éthique et compétitivité, ça va ensemble. Je crois que maintenant, c'est quelque chose d'acquis, mais qu'il faut toujours démontrer en marchant. La question de l'attractivité de l'entreprise par rapport aux nouvelles générations, je crois que c'est aussi une évidence. Tous ces questionnements-là qui rejoignent le problème d'éthique de manière générale. Mais qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Qui c'est qui le fabrique? Comment? Dans quelles conditions? Et c'est quoi notre politique environnementale? Et évidemment, c'est quoi notre éthique dans la conquête des marchés? C'est quelque chose de très important. Mais je voudrais insister sur un dernier point, alors qui s'éloigne un petit peu de l'entreprise, en tous les cas qui prend l'entreprise comme acteur d'une société, d'un ensemble. Vous disiez, c'était bien que ce soit vous qui le disiez, que la France était devenue exemplaire du point de vue de la lutte contre la corruption. J'espère que les textes auront servi à quelque chose, mais c'est surtout la mise en œuvre des textes qui est très importante. La mise en œuvre par les institutions judiciaires, pour montrer que son nom apparaît, la mise en œuvre par les entreprises, puisque c'est là le cœur du sujet. Et pour vous dire l'importance de cela, je vais raconter une dernière anecdote. Lorsque j'élabore le texte, je m'interroge sur cette question de la justice transactionnelle. Et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la CJIP, la fameuse convention judiciaire d'intérêt public, qui est créée par la loi Sapin II, n'existait pas dans sa première mouture, enfin au début quand je l'ai déposée, parce qu'il y avait une telle réaction négative de tous les conservatismes de droite, de gauche et d'ailleurs, et il y en a beaucoup dans la justice, pour dire non, c'est pas ça, c'est pas la française, c'est de l'américanisation, etc. Et donc j'avais été voir la justice anglaise qui venait d'adopter un texte, et puis surtout la justice américaine, et je vais voir le DOJ, et le gars qui était chargé de la mise en œuvre de toutes les dispositions anticorruption. Je lui dis, mais alors, pourquoi vous êtes si désagréable avec les entreprises françaises? On parle d'Alstom, enfin il y en avait toute une série, Total, Technip, je cite tous ceux qui sont bien connus. Il dit non, pas du tout. Mais si, quand même, vous êtes très désagréable. Et puis à la fin, il me dit, you don't do the job, so I do it. Bien, bon, je repars, je fais mon truc, je fais la loi, et je retrouve le même personnage, qui était devenu d'ailleurs avocat entre-temps. Chez eux, c'est assez simple. En l'espace d'une journée, on peut passer du ministère de la Justice à avocat. C'est un peu plus long pour ce qui concerne les anciens ministres. Dans un colloque, l'affaire Airbus venait d'être traitée. Et je ne sais pas, on va rentrer dans les détails, mais ça a été traité avec une collaboration avec les autorités américaines exceptionnelle et une reconnaissance par les autorités américaines de ce que ça fonctionnait en France. Et justement, le type, grand textant, me tape dans le dos, bon, je suis une carrure, j'arrive à tenir le coup, il me dit « So now, Michel, you do the job !» Oui, you, c'est pas moi, not me, but la France faisait le boulot. Et les entreprises font le boulot. Et si jamais, il faut que ce soit bien perçu par les salariés, évidemment par les dirigeants, si jamais, ça va vite, hein, tout d'un coup il y avait le sentiment d'une baisse d'attention sur ce sujet, aussi bien des entreprises que de l'institution, eh bien, vous remontez très lentement, vous dégringolez très vite. Et je pense que c'est très important, à la fois pour l'image de la France, mais pour la compétitivité globale de l'image France, pour le business français, de conserver cette image maintenant acquise, d'une capacité réelle à lutter contre la corruption. Ça fait aussi partie, me semble-t-il, des motivations profondes d'un corps social comme celui d'une entreprise. Voilà. Ce que nous n'avions pas, on a commencé à le conquérir, il faut maintenant le stabiliser dans la durée. Et donc ne pas le perdre, même quand les entreprises pensent à l'heure actuelle relance et uniquement relance. Oui, alors une relance, ils ont raison de penser relance. L'État y met beaucoup d'argent pour cette relance, sûrement à juste titre, mais il y a eu parfois des urgences aussi. Et donc dans la période récente où on traite l'urgence, c'est pas facile, hein, parce que quand vous traitez l'urgence, vous allez plus vite, vous allez faire sauter
y compris des textes qui ont amoindri les contraintes, entre guillemets, juridiques sur un certain nombre de domaines. Et donc la facilité, c'est éventuellement de passer par-dessus ces questions pour traiter les gens. Je crains que dans quelques mois ou quelques années, ça va dépendre de la rapidité des autorités de poursuite, on s'aperçoive que dans cette période, des gens se sont abstenus de respecter, au nom de l'urgence. Mais même au nom de l'urgence, ça n'est pas une raison. C'est une raison pour essayer d'être plus facile, plus rapidement, d'être plus efficace, mais de ne pas transiger avec ces questions éthiques. Pas transiger, ça veut dire, Pascal Néret, qu'il faut faire, et finalement c'est l'essence de votre propos, faire évoluer l'image de la conformité pour qu'elle reste intégrée et partie prenante de l'entreprise demain, après-demain. Oui, faire évoluer, ou en tout cas, et surtout comprendre tout ce qu'on vient de dire, faire comprendre aux managers et aux salariés que c'est vrai, je répète, un vrai outil de compétitivité, et effectivement aussi au niveau, sur le plan international, national. Les salariés aujourd'hui, ils veulent être fiers quand même de ce qu'ils font et fiers de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et sinon, ils n'hésitent plus à bouger. Ils sont très très mobiles maintenant. Hein. Donc, et s'il y a quelque chose qui les dérange ou si ça ne va pas avec leur conscience et leur sens, ils s'en vont. Hein. Avant, on ne faisait pas ça. Et donc, oui, c'est très important. Mais il y a beaucoup de pédagogie. Il y a une approche assez pratique et très opérationnel et très business. Il faut leur montrer que c'est un vrai outil de business, la conformité. Et ce qui n'est pas évident à faire, hein, mais il faut être original, se faire aider par les services RH aussi, parce qu'on doit travailler avec le service RH, on doit travailler avec le service communication. Moi, je pense que les juristes, on n'a pas fait les écoles de commerce, on ne nous a pas expliqué ce que c'était que le marketing et la com. Et au contraire, on nous a beaucoup expliqué ce qu'était le secret. Et il ne faut rien dire, il faut rien. Et je pense que si on ne communique pas, si on n'explique pas, l'image ne changera pas. Et aujourd'hui, c'est crucial, l'éthique et la conformité. Et je crois que les dirigeants l'ont compris. Hein. En tout cas, je trouve que les dirigeants l'ont compris. Et puis c'est la tendance, quoi. La tendance aussi, et c'est bien, internationale. La raison d'être, je pense que c'est très important aussi pour les entreprises. Je pense que l'éthique et la conformité, ça doit être aussi au centre de la raison d'être. C'est une belle conclusion, on va en profiter pour justement balayer avec vous quelques questions que vous nous avez posées en direct dès à présent via le chat, pour peut-être étayer les propos qui ont été d'ores et déjà abordés. Cette première question que je vous lis: comment impliquer efficacement la direction générale locale quand on est une petite filiale d'un grand groupe américain et que toutes les ressources et fonctions conformité sont aux États-Unis, Sophie Zemla? Alors ça, c'est compliqué. Il faut sensibiliser les Américains parce que ce qu'on voit, et nous, on assiste aussi des sociétés américaines, ils n'ont pas conscience des spécificités de la loi française. Et donc, ils considèrent, moi je l'ai vu dans des sociétés, la compliance aux États-Unis considère, on a notre truc FCPA qui est formidable, alors il y a des choses, il y a une grande, les principes sont les mêmes et les choses sont quand même, il y a un socle commun, mais il n'y a pas de spécificité à la française. Et par exemple, il y a des sociétés qui ne font pas de cartographie des risques parce qu'ils considèrent qu'il y a un risk assessment qui est fait aux États-Unis. Et pourquoi faire une cartographie des risques selon l'AFA? Et quand ils font l'objet d'un contrôle AFA, ça ne se passe pas très bien. Parce que bien évidemment, ce n'est pas en conformité avec la loi française. Donc il faut les sensibiliser, il faut aussi leur dire qu'il y a des lois françaises, donc les informer de ce qui se passe en France, parce que je pense que c'est vraiment ça le sujet, et leur demander des moyens. En général, quand on demande des moyens en matière de conformité dans une société américaine, parce qu'ils ont très peur, c'est quand même des sujets sur lesquels ils sont extrêmement vigilants, et même si ce n'est pas imposé par la loi, c'est des sujets sensibles pour eux, et ils mettent les moyens. Je pense qu'en leur expliquant qu'il y a une loi française et qu'il faut qu'ils aient des moyens pour s'adapter, c'est quelque chose qui peut se passer. Je pense qu'il y a une éducation à faire aussi, et c'est vrai que là-dessus, la France, on n'est pas très bon en com. Enfin, les juristes, dans l'absolu, mais la France aussi, et c'est un vrai sujet. Non, mais rappelez-vous, quand l'UK Bribery Act est sorti, on a tous été à des conférences sur l'UK Bribery Act, tout le monde en parlait, c'était un truc, alors qu'en France, l'impact était quand même assez limité pour certaines grosses sociétés. Alors,
que certains avocats qui s'intéressent à ces sujets, ça peut les... Enfin, ce n'était pas un truc lambda. Tout le monde allait des formations UK Bribery Act, le SFO était là. Je me rappelle de séminaires où le SFO disait, nous, on fait la crème des dossiers, parce qu'on leur disait, au bout de 5 ans, il n'y a quand même toujours pas un dossier qui est sorti. Ah, mais nous, on veut la crème de la crème. Bon, ça n'a pas, c'est pas avéré non plus extraordinaire. Nous, les Français, on fait des trucs. C'est assez sous silence, c'est pas tellement, on critique, ah oui, mais le PNF, l'affaire Airbus, elle a été noyée dans les guéguerres au PNF, etc. Alors que le PNF fait quand même des choses, et même si je suis avocat et je m'oppose à eux, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, mais sur certaines choses, en tout cas, on a un interlocuteur et il y a quand même la justice négociée est un progrès. Alors, il ne faut pas la faire à l'américaine, c'est là aussi où il faut aussi qu'on se positionne, c'est-à-dire que mais on n'est pas très bon en com. Et c'est ça, dans les sociétés, les filiales de groupes américains, il faut communiquer sur, et c'est peut-être aussi aux autorités françaises de le faire. Il y avait eu, vous, Michel Sapin, on vous a vu dans quelques conférences internationales à l'époque de la loi, le PNF un peu, mais il y a au niveau des autorités judiciaires quelque chose qui doit être fait peut-être là-dessus. Encore à cette échelle-là, oui. Donc en termes de communication. C'est une question qu'on a un peu abordée avec vous, Michel Sapin. Y a-t-il un intérêt pour les ETI à déployer la loi Sapin 2 ? Le seul fait que la question soit posée est intéressant. Oui, j'ai commencé à l'aborder. Je pense qu'il y a un intérêt, mais ce n'est pas tellement à nous de le dire, c'est aux entreprises elles-mêmes de s'en rendre compte. Et je décrivais les raisons pour lesquelles vous êtes toujours client de quelqu'un, où vous avez toujours des fournisseurs, y compris des fournisseurs d'une très grande boîte, qui elle-même est soumise. Donc le client peut être soumis à la loi Sapin, le fournisseur peut être soumis à la loi Sapin, vous êtes au milieu, vous êtes dans la cartographie des risques des deux, et on va vous demander un certain nombre de questions dans cette cartographie. C'est beaucoup plus simple de dire, ben voilà, j'ai fait un travail interne à l'entreprise qui nous prouve que ce sont des sujets importants pour nous et que nous avons pris à la taille de l'entreprise, compte tenu des caractéristiques de l'entreprise, les moyens nécessaires pour lutter contre ça. Et la deuxième raison, je le citais aussi, c'est qu'on est dans le monde des affaires. Et dans ce monde des affaires, les due diligence, les diligences, pas sûr que le terme soit très français non plus, mais en dehors du Far West, comme disait notre petite histoire de lutte anti-conscription. Mais ces questions sont immédiatement posées, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc il faut plus vite vous apporter des réponses, et mieux c'est pour la suite des discussions qui porteront sur un certain nombre d'autres sujets. Et puis enfin, il y a cet état d'esprit, au fond. C'est pas parce qu'on est plus petit que d'autres que pour autant on a moins de responsabilités globales. On fait partie d'un ensemble, on fait partie d'une nation, d'un pays, alors qui peut-être ne fait pas suffisamment de publicité, encore que les cocoricots soient parfois reprochés aux Français au niveau international. Mais un enjeu aujourd'hui très important, c'est la montée, je dirais, au niveau Union européenne, des règles anti-corruption, y compris pour les entreprises françaises qui peuvent travailler sur l'ensemble de l'Europe, parce qu'on parlait d'être conforme aux règles américaines et aux règles françaises. Alors qu'est-ce que c'est quand vous êtes une entreprise qui travaille sur les 20 et quelques pays de l'Union européenne avec des règles de conformité différentes, certains pays qui n'en ont strictement aucune. Donc monter au niveau européen est quelque chose de très important. Et sur quoi s'appuie le niveau européen aujourd'hui ? Un certain nombre d'expériences, et en particulier l'expérience française. Donc c'est pas pour être fier de cela, mais tant mieux si ça peut être le socle. Après, il sera adapté en fonction des besoins des autres. Donc les entreprises françaises, même les plus petites, elles sont dans ce monde-là. Elles sont dans ce milieu-là. C'est leur marché, au fond. L'Europe est aussi leur marché. Et donc, c'est une force pour elles de pouvoir démontrer qu'elles ont pris tous les moyens pour éviter des dérives corruptives. Je reviens un petit peu en arrière sur ce qu'on avait évoqué avec vous, Sophie Semla, à l'instant. Une autre question sur comment faire adhérer les filiales étrangères au dispositif éthique Sapin 2, y compris dans les pays ayant leur propre législation anticorruption. Là, il faut s'adapter aux exigences locales. Il ne faut pas non plus vouloir faire comme les Américains, imposer notre extraterritorialité. Voilà. Et ça, c'est vrai que la FA ne prend pas toujours en compte parce qu'ils veulent imposer des choses. Par exemple, il y a certaines règles. Il y a des pays où les lanceurs d'alerte, c'est interdit. Il y a des règles spécifiques donc, qui sont très différentes selon les pays. Donc, il faut l'adapter. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement complexe et ça nécessite des moyens financiers et juridiques, parce que souvent dans les filiales, il n'y a pas forcément d'équipe conformité, même pas souvent d'équipe juridique. Donc là, il faut se faire accompagner, il faut multiplier.
Et il faut prendre en compte, enfin moi je suis partisan que la corruption c'est aussi une question de culture et il faut prendre en compte les spécificités locales. Donc de vouloir transposer un système français qui n'est pas du tout adapté au pays, c'est complètement, c'est vraiment se comporter comme un colonisateur et c'est pas ce qu'il faut faire du tout. Donc il faut adapter à la loi locale et se faire accompagner, soit de son équipe juridique locale, soit de conformité mieux encore s'il y en a une, mais c'est rarement le cas quand même, soit de conseils locaux qui vont adapter au droit local. Et il faut tenir compte effectivement des spécificités locales. Et se faire... Est-ce que je rajouter un mot Il faut faire très attention en termes de culture. Je suis d'accord avec vous, il ne faut surtout pas être néocolonisateur en arrivant avec nos dispositifs, en disant nous on n'a rien à se reprocher, parce qu'ils sont les premiers à regarder la télévision française, mais non, tu n'as rien à te reprocher, mais pourtant tu as un ancien ceci ou un ancien cela qui se retrouve devant les juges. Donc il ne faut pas être là du tout en moralisateur. Mais il y a des pays qui ont des règles. Ouais. Dans ce cas-là, la société française filiale doit respecter ces règles. Mais je rappelle que l'extraterritorialité, même si elle n'est pas à l'américaine, nous l'avons créée, y compris dans la loi Sapin 2, avec la possibilité pour les institutions françaises de poursuivre des faits commis à l'étranger par des sociétés de droit étranger, filiales évidemment d'une société française, faits commis par des étrangers sur des étrangers. Donc vous savez, ça fait quand même beaucoup. Alors évidemment, nous, on n'a pas le même truc américain qui consiste à dire, puisque c'est en dollars, je suis concerné, je suis compétent. C'est en euros, on n'a pas le même... Mais ça serait peut-être pas plus mal, au bout du compte. Donc il ne s'agit surtout pas de répondre par les mêmes espèces de volontés trop, reprenons des vieux termes, impérialistes qui pouvaient exister dans certains dispositifs américains, mais on doit aussi montrer que ce que nous pensons être bon pour la France doit être respecté par nos filiales, en l'occurrence, par ceux qui sont en lien avec nos sociétés françaises dans les pays. Et la question de la culture, elle existe, il peut y avoir des habitudes, mais c'est souvent une excuse qui n'est pas à la hauteur, y compris de ce que veulent les dirigeants locaux. Donc, moi, je travaille aussi beaucoup avec des pays africains où ces questions de corruption sont terribles. Le jour où vous avez, il faut monter très haut, un président qui dit maintenant ça suffit, je souhaite qu'on mette en place des dispositifs efficaces, c'est plutôt bon, y compris pour nos entreprises françaises dans ces pays-là. C'est pas ce que je voulais dire, c'est respecter la loi française, mais c'est culturel dans la pédagogie et dans l'adaptation. Voilà. Et puis c'est vrai que l'extraterritorialité, elle existe partout, et ça, et de toute façon, les pays, comme ils ont tous ratifié la Convention des Nations Unies, en général, tous les pays sanctionnent la corruption en théorie. Voilà, en théorie. Sur leur territoire. Voilà. Moi, je rajouterais, pour finir sur cette question, qu'on revient à l'implication de l'instance dirigeante tout en haut. Donc, même si ce sont dans les filiales étrangères, le code de bonne conduite, l'impulsion, il doit être le même pour tout le monde, puisque c'est l'incarnation de l'instance dirigeante pour l'ensemble du groupe. Donc, effectivement, quand il y a des obstacles juridiques ou législatifs locaux, on ne peut pas, comme le lanceur d'alerte dans certains pays qui n'existent pas, bon, et bien même si on ne peut pas faire ça, on peut quand même adapter les choses. Mais on ne doit pas faire différents codes de conduite selon les pays, quoi. Parce que c'est ça, puisqu'on revient au sommet. Au sommet, c'est l'instance dirigeante, alors pas la culture, mais l'ADN de l'entreprise, la raison d'être, c'est la morale de l'entreprise. Et donc toutes les filiales, y compris à l'étranger, doivent respecter le même code de conduite de la holding. Une autre question qui est liée là à ce qui a été élaboré lors de la loi Sapin 2. Pourquoi avoir prévu les seuils d'application de la loi et ne pas avoir adapté le dispositif pour embarquer directement, parce qu'on parlait des ETI, embarquer directement les ETI dans le dispositif? Toute la question des seuils. Pourquoi est-ce qu'on met des seuils dans la loi? On en met souvent. Eh bien, je ne sais pas, je dirais peut-être parce qu'il fallait un premier temps. Et que dans ce premier temps, on va prendre les entreprises qui ont déjà une taille, des capacités, des moyens, déjà des services, peut-être des possibilités financières qui leur permettent d'y répondre. On ne pouvait pas embarquer tout le monde dans un mécanisme aussi raide, malgré tout. Et dans une lourdeur aussi sur ce qui est à mettre en place. Donc, je trouve que ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire des entreprises soumises à la loi qui la respectent globalement, qui font le travail dans de bonnes conditions, une sorte de capillarité
vis-à-vis des entreprises qui travaillent avec ces entreprises elles-mêmes soumises à l'AFA et qui se disent moi aussi il faut peut-être que je m'y mette, et ce qui veut dire que peut-être ensuite on arrivera à quelque chose de plus large. Mais plus on élargit, et plus il faut que les instances de contrôle et même éventuellement les instances de jugement tiennent compte des spécificités. S'adaptent non seulement à la taille, mais aux caractéristiques. Vous êtes une entreprise de petite taille française qui n'a jamais fait de moindre marché à l'étranger, qui tout d'un coup va avoir un marché en Pologne. Ce n'est pas tout à fait la même chose que quand vous êtes une grande entreprise qui travaille avec le monde entier et tout particulièrement avec certaines zones où la situation est quand même très préoccupante du point de vue du respect de l'éthique publique et de la morale publique. Donc il faut une proportionnalité des moyens demandés, des actions demandées à la taille et aux caractéristiques des entreprises. Alors l'AFA, au-delà de ces directives générales, essaye, je crois, de s'adapter à ces caractéristiques différentes d'un pays à l'autre, mais plus vous descendez en taille, et plus ça devient difficile. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a pensé que c'était le bon moyen, en tous les cas pour que la nouvelle culture puisse s'impliquer, se mettre en œuvre, et je pense que de ce point de vue-là, ça a plutôt bien marché. Mais enfin, si un jour quelqu'un dit il faut l'étendre à tout le monde, vous savez, la loi Sapin 2, c'est pas un veau d'or, il y a le droit d'évoluer, il y a le droit de bouger. On parlait justement de l'AFA à l'instant, Sophie Semla. Est-ce que l'AFA peut-elle être consultée pour des questions que l'entreprise pourrait se poser dans le cadre de la lutte anticorruption? Alors oui, l'AFA est théoriquement là pour aider les entreprises. Bon, alors, il y a un là pour les théoriquement dans cette voilà. Mais on peut le faire et il peut arriver, enfin même nous arrive de poser des questions de manière anonyme. Voilà, donc oui, tout à fait. Et ils sont assez enclins à le faire. Donc il n'y a pas de... Là-dessus, d'ailleurs, c'est le rôle hybride de l'AFA qui est à la fois conseil et contrôleur. Donc elle doit aider les entreprises et donc oui, tout à fait, les entreprises peuvent la contacter pour poser des questions. Bon, ce sera l'occasion de répondre à davantage de ces questions parce qu'on a pas mal de questions sur ces ETI. On en revient à cette question de la lourdeur de la mise en place, d'exemplarité d'un côté mais contrainte de l'autre et d'image de la conformité, parce qu'il y en a encore cette question sur dans une ETI, comment mettre en place le pilier très lourd, les mots sont posés, de l'évaluation des tiers une fois la cartographie réalisée. Pascal Néret, peut-être que vous voulez répondre. Ah bah déjà, pas dans une ETI, c'est pas facile. Alors dans une ETI, j'imagine que ça doit être très difficile. Surtout que dans les dernières recommandations, le tiers, il est encore plus élargi pour l'AFA. Donc on nous dit que c'est pratiquement tous les fournisseurs. Donc ça dépend quel métier on a, mais ça mais il y a une simplification parce qu'il y a quand même les tiers sans risque. Il y a c'est quand même simplifié par rapport. Ils considèrent que les tiers, l'évaluation est beaucoup simplifiée pour les tiers qui ne présentent pas de risque particulier. Oui, mais alors le problème, c'est de savoir qui est-ce qu'on met dans les tiers à risque. Alors parce que s'ils considèrent que tous les tiers sont à risque, on revient au même problème. Non, mais c'est un peu. On verra, mais c'est pas si évident que ça quand on se plonge dans la cartographie des risques. Donc effectivement, pour une ETI, c'est pas simple. Et puis là aussi, il faudrait peut-être que je sais pas, qu'il y ait des choses un peu comme quand on devait demander pour la lutte contre le travail illégal, toute la documentation, et qu'on a obligé les entreprises à récupérer ces informations, ces pièces administratives, et tous les 6 mois qui doivent être renouvelées, ils n'avaient pas les moyens humains. Non seulement il fallait qu'on les récupère, mais il fallait aussi qu'on les vérifie. Bon, on n'avait pas les moyens humains de le faire, donc il faudrait aussi peut-être des nouvelles sociétés qui gèrent ce genre de problème pour l'évaluation des tiers, que ce soit un peu externalisé, quoi, le gros travail d'enquête et de compilation avec des rapports qui soient lisibles sans que ça coûte très cher. Ça faciliterait peut-être beaucoup le travail des ETI qui auraient plus finalement qu'un travail à la fin de synthèse et d'analyse au cas concret de leur situation. Mais si on doit le faire en interne, c'est beaucoup de travail. Et donc du travail, des moyens et qu'ils n'ont pas forcément. Des moyens, donc de la lourdeur, un schéma de contraintes. Et l'AFA l'a reconnu, ça, sur l'évaluation des tiers, qu'il n'y avait que 39, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est assez faible, les entreprises qui étaient en conformité avec les exigences de la première version des recommandations, parce que c'est extrêmement lourd, y compris dans les entreprises d'une certaine taille. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu simplifier, en tout cas en créant cette notion de tiers pour lesquels l'évaluation peut être réduite. Et donc...
On verra ce qui donnera lieu dans les Ils contrôles. pourraient peut-être mutualiser, comme a fait certains prestataires. Il y en a qui le font. Où les entreprises adhèrent et finalement, quand elles auront un autre client, l'évaluation elle a déjà été faite, on n'est pas obligé de recommencer. Il faudrait mutualiser tout ça et servir de la digitalisation et de tous ces nouveaux procédés pour fluidifier et faciliter tout ce travail qui est très lourd et qui prend énormément de temps et de l'argent. Donc une entreprise, elle va plutôt investir dans ses brevets et dans ses moyens de développement plutôt que là-dedans. Est-ce que je peux comprendre aussi? Bon, un objectif de simplification. Merci pour toutes les questions qui ont été posées en ligne. Bien sûr, il y aura d'autres occasions d'y répondre à l'occasion d'une nouvelle conférence, peut-être, ou en dehors de cette session en direct, vous pouvez continuer à poser vos questions. Merci à Sophie Semla, merci d'avoir été avec nous, Pascal Néret et Michel Sapin d'avoir apporté leur éclairage à l'occasion de cette conférence élaborée par Le Droit pour moi, le Cercle Montesquieu et Lefebvre Dalloz. Merci également aux journalistes des éditions législatives qui ont largement contribué à la préparation de cette conférence. Et merci à vous de vous être connectés et de nous avoir suivis en direct à l'occasion de cette conférence. J'espère que vous avez eu les éléments de réponse sur cette implication de l'instance dirigeante et l'implication des salariés dans la lutte anti-corruption avec en prisme en ligne de mire ce 1er juillet et cette version révisée des recommandations de l'AFA.